Mesdames et messieurs les hautes personnalités, mes chers confrères, mesdames et messieurs, chers amis, le thème conçu par notre président Emmanuel Clerget est universel. Il nous concerne tous, quel que soit notre propre territoire. Et il nous concerne à double titre, en qualité de juriste, mais également en qualité de citoyen. Il nous rattache au réel et éveille nos consciences à l'heure où notre environnement numérique envahit toujours davantage nos vies. En 2004, Edgar Morin écrivait, en point d'orgue de sa grande œuvre, « À force de sacrifier l'essentiel pour l'urgence, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel. » L'essentiel, ce sont précisément les valeurs fondamentales qui transcendent nos travaux, à l'étude desquelles notre congrès vous convie 3 jours durant. L'urgence, c'est la protection de l'environnement, la cohésion des territoires, la solidarité entre leurs habitants. Nous assistons depuis quelques années à une prise de conscience collective qui s'amplifie de la nécessité de changer nos modes de vie et nos façons de consommer. D'abord, notre façon individuelle de consommer les choses au quotidien. Nous les souhaitons plus durables, respectueuses de l'environnement dans leur conception et leur évolution. C'est le cas de notre alimentation, de notre installation énergétique et de nos logements. Ensuite, notre façon collective de consommer l'espace, qu'il soit agricole, forestier ou urbain. La préservation de nos terres et son corollaire, la densification urbaine, constituent sans aucun doute les plus grands défis à relever demain. Enfin, la construction d'un territoire harmonieux ne se conçoit que dans les respects des altérités de chacun. Il nécessite également un projet de société global. Il convient d'instaurer un dialogue permanent entre la ville et la campagne qui ont besoin l'une de l'autre et ne constituent finalement que les deux faces d'une même médaille. Transformer nos vies et nos modes d'organisation, telle est la nature de notre avenir, telle est l'ambition de nos propositions. À la veille d'une nouvelle loi foncière agricole, Guillaume Laurisson et Rachel Dupuy-Bernard vous présenteront cet après-midi 5 propositions réformant en profondeur notre droit rural. La plupart des outils qui régissent actuellement la matière ont été élaborés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale autour du modèle de l'agriculture familiale. Cette politique, fondée sur une multitude de petites exploitations, a permis d'assurer notre indépendance alimentaire. S'il convient toujours de nourrir les hommes en quantité suffisante, les enjeux de l'agriculture ont considérablement évolué. Outre la nécessité d'assurer la pérennité de leurs exploitations, nos agriculteurs ont désormais les nobles tâches de participer à la transition énergétique, de faire vivre les territoires ruraux, sans oublier de protéger notre biodiversité. La réforme que nous vous proposons s'articule autour de 3 axes. L'activité agricole, le modèle d'exploitation et la régulation de l'accès à la terre. Concernant l'activité, la mission économique de production alimentaire ne permet plus à l'ensemble de nos agriculteurs de vivre décemment. Pour cette raison, nous vous proposerons de faire évoluer la définition de l'activité agricole afin d'y inclure les nouvelles missions sociales et environnementales des exploitants. Au fond, il s'agit simplement de permettre à ceux qui nous nourrissent d'adapter leurs entreprises aux défis qu'ils sont sommés de relever, sans risquer la remise en cause de leur statut, notamment en produisant de l'énergie renouvelable et en développant le tourisme rural. Nous vous inviterons ensuite à réfléchir à de nouveaux modèles d'exploitation. Vous aurez d'abord à vous prononcer sur l'opportunité d'offrir à nos agriculteurs la faculté de recourir plus largement à des capitaux extérieurs pour le portage du foncier. Le modèle familial a atteint ses limites. La plupart des exploitants n'ont plus la capacité financière d'investir à la fois dans les terres et dans leurs outils de production. C'est pourquoi nous vous proposerons de moderniser le GFA et le droit de préemption du preneur. Dans un souci d'équilibre entre l'intérêt général et les intérêts privés, les mesures proposées seront conditionnées
à la préservation de l'usage agricole des terres à long terme. Notre réflexion se poursuivra avec la suppression du principe d'incessibilité des baux ruraux. Le statut du fermage constitue encore aujourd'hui le cadre juridique par excellence permettant aux agriculteurs d'accéder à l'usage de la terre. 75% de la surface agricole est exploitée en vertu d'un bail rural. Si le statut du fermage a légèrement évolué, avec la création du bail cessible hors cadre familial en 2006, le principe d'incessibilité des baux ruraux est devenu anachronique. D'abord, parce que les baux se cèdent avec la complaisance des bailleurs par le versement de pas de porte, pourtant illicites. Ensuite, parce que plus du tiers des nouvelles installations s'effectuent désormais hors du cadre familial. Enfin et surtout, parce que le développement de l'entreprise agricole exige qu'elle regroupe tous les actifs corporels et incorporels, et notamment le titre juridique permettant aux agriculteurs d'exploiter, à savoir le droit au bail lui-même. Pour clore l'après-midi, nous vous proposerons de réfléchir à la transformation des modes de régulation de l'accès aux terres agricoles. Le droit d'exploiter est actuellement assuré par le contrôle des structures. Cette législation, basée uniquement sur des critères de compétence et de superficie, est décorrélée des enjeux actuels liés à la transition agroécologique. Quant aux SAFER, malgré l'augmentation considérable de leur mission, elles préemptent peu, redistribuent peu la terre, mais en régulent de plus en plus l'usage en insérant systématiquement un cahier des charges dans les mutations immobilières qu'elles contrôlent. C'est pourquoi nous vous proposerons de fusionner ces deux structures au sein d'un établissement unique chargé de veiller à la fois à l'appropriation et à l'usage des terres. Car si les modes actuels de régulation ne sont plus adaptés, il est un fait certain. La terre est une chose bien trop fondamentale pour être abandonnée aux seules forces du marché. Au terme de cette première demi-journée, nous n'aurons pas simplement débattu de l'évolution des textes de loi, mais bel et bien de l'avenir de l'agriculture. Et nous nous réjouissons de pouvoir échanger avec vous et les principaux acteurs du monde agricole, dont je salue la présence. Les défis à relever en matière de transition énergétique sont également immenses. Nous avons la chance de profiter partout sur notre territoire d'une forêt remarquable par son étendue et sa biodiversité. Mais cette forêt est morcelée, ce qui entraîne une sous-exploitation des bois. Nous bénéficions également, grâce à notre situation géographique privilégiée, de sources d'énergie renouvelables inépuisables, telles que l'eau, le soleil et le vent. Mais nous avons déjà accumulé un retard considérable par rapport à certains de nos voisins européens. Si la volonté politique d'améliorer la gestion durable de la forêt et de développer les énergies renouvelables est incontestable, les outils juridiques actuels sont insuffisants lorsqu'ils ne sont pas inefficaces. Les 5 propositions qui vous seront présentées mardi matin par Antoine Jans et Éric Meillet poursuivent un double objectif: améliorer durablement l'exploitation de nos bois et forêts et accélérer la transition énergétique. La première mesure concernant la forêt vise à simplifier le regroupement des petites parcelles et à confier cette politique à un organisme unique. D'abord, en fusionnant les différents droits de priorité forestiers. Ensuite, en permettant aux propriétaires de petites parcelles ne souhaitant ni les gérer ni les conserver de s'en séparer. Enfin, en facilitant la mise en œuvre de la procédure des biens sans maître. La refonte de l'usufruit des bois et forêts participe également à l'amélioration de la gestion durable. Les articles du Code civil régissant la matière n'ont pas été modifiés depuis 1804, alors que les méthodes de sylviculture ont beaucoup changé. Les charges liées à l'entretien de la forêt se sont considérablement accrues sans que le législateur ne détermine à qui elles incombent. Une refonte des textes permettra de pallier ces carences. Enfin, il n'existe aujourd'hui qu'un mode d'exploitation possible pour les bois et forêts, le faire-valoir direct. Or, la gestion durable est une obligation qui s'impose à tous les propriétaires forestiers et tous n'ont pas une âme de sylviculteur.
Les propriétaires privés peuvent, bien entendu, se faire assister par un expert forestier, mais ils restent responsables des décisions de gestion. La mise en place d'un bail forestier permettra d'améliorer l'exploitation des forêts en transférant notamment l'obligation de gestion durable aux preneurs. La transition énergétique est devenue l'affaire de tous, professionnels et particuliers. Son développement passe, selon nous, par la mise en place de garanties fortes lors de l'installation d'énergies renouvelables. Ainsi, la création d'un fonds de garantie destiné au démantèlement des grandes éoliennes en fin de vie est de nature à lever certains freins liés aux réticences des propriétaires et du voisinage. La création d'un contrat d'ordre public d'installation d'énergie renouvelable pour les particuliers est également indispensable. L'accélération de la transition énergétique domestique nécessite un cadre sécurisé, comprenant notamment une garantie de production minimale d'électricité. Cette mutation nécessite également une diminution importante de notre consommation énergétique. À l'avenir, nos cités devront être économes. Mais les enjeux de la ville de demain ne se limitent pas à la sobriété énergétique. Partout, il est question de villes intelligentes, de villes durables et de villes vertes. Des projets innovants voient le jour aux quatre coins de notre territoire. La construction d'immeubles évolutifs, la surélévation des bâtiments et la végétalisation font désormais partie de notre quotidien. Et tous ces phénomènes s'accélèrent. Ils emportent avec eux une multitude de défis juridiques à relever. Mardi après-midi, Christophe Sardeau et Antoine Tedjen vous inviteront à bâtir la ville de demain à travers 5 propositions. 2 d'entre elles concernent la transition écologique. En premier lieu, l'agriculture urbaine. Il ne s'agit pas d'un simple phénomène de mode. Les pratiques culturelles innovantes permettent de produire des aliments en qualité et quantité étonnantes. L'application impérative du statut du fermage freine néanmoins son développement. Nous vous proposerons donc d'y déroger pour les conventions portant sur les immeubles situés en zone urbaine. La rénovation énergétique des bâtiments est également un objectif majeur. Jugée très efficace, l'isolation des bâtiments par l'extérieur est parfois délicate à réaliser lorsque le bâtiment est édifié en limite de propriété. L'accord du propriétaire voisin est en effet indispensable pour réaliser les travaux. La création d'une servitude légale d'isolation par l'extérieur constitue, selon nous, une solution équilibrée au regard des enjeux. Elle sera soumise à votre appréciation. 2 mesures concernant la densification vous seront également exposées. Dans un premier temps, nous vous soumettrons une proposition permettant de libérer des terrains à bâtir en clarifiant les règles de caducité des cahiers des charges dans les lotissements. Ensuite, nous vous proposerons d'améliorer la prévention des recours contre les autorisations d'urbanisme. Le projet de loi Élan prône un raccourcissement salutaire du temps judiciaire, mais il passe curieusement sous silence, notamment le fait qu'une demande d'aide juridictionnelle interrompe le délai de recours sans que l'auteur ni le bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme n'en soient informés. Nous vous proposerons d'amender ce texte. Les documents de planification doivent se mettre à l'heure des nouvelles technologies. C'est pourquoi nous vous inviterons en fin d'après-midi à promouvoir l'urbanisme tridimensionnel. Toutes les mutations que nous venons d'évoquer dans les 3 premières commissions doivent être financées. Qu'il s'agisse d'aide financière ou de fiscalité, les politiques publiques influencent nos comportements et façonnent nos territoires depuis des décennies. Ainsi, la politique agricole commune a d'abord favorisé l'augmentation des terres arables au détriment des haies et des mares. Aujourd'hui, les aides européennes favorisent au contraire les méthodes culturales permettant de restaurer la biodiversité. L'augmentation de la surface de la forêt et le développement de sa gestion durable sont en grande partie dus au régime fiscal de faveur Monichon. Le développement des énergies renouvelables est soutenu par les obligations d'achat imposées à EDF et les compléments de rémunération versés aux producteurs d'électricité verte. La construction de logements neufs bénéficie quant à elle
de dispositifs de défiscalisation qui se succèdent depuis plus de 20 ans. Mais de nombreux régimes sont inadaptés, trop complexes ou inefficaces. Mercredi matin, Christophe Le Guyader et Marie-Laure Treffaut vous soumettront 5 propositions permettant à la fois d'améliorer les dispositifs existants en matière agricole et d'instaurer des dispositifs innovants en faveur de la transition écologique. 3 propositions concerneront l'agriculture, de la naissance de l'exploitation à sa transmission. L'objectif de la première mesure est l'aménagement de la fiscalité des pas de porte en agriculture. La somme versée à ce titre lors de la conclusion d'un bail cessible hors du cadre familial constitue un supplément de loyer, imposable en totalité l'année de son encaissement. Cette solution est un frein au développement des baux cessibles, dont la généralisation sera d'ailleurs proposée par la première commission. Nous souhaitons que le bailleur ait la possibilité d'étaler cette imposition pendant toute la durée du bail initial. Le pas de porte doit par ailleurs être qualifié d'indemnité de dépréciation non imposable lorsque le bail est soumis à des conditions permettant de préserver l'usage agricole des terres à long terme. Nous soumettrons ensuite à vos votes la création d'une réserve faiblement imposée pour les entreprises agricoles soumises à l'impôt sur le revenu. Pour parachever ce volet agricole, nous vous proposerons d'aligner l'exonération des baux ruraux à long terme sur celle de la loi Dutreil et d'instaurer une exonération totale de droits de mutation à titre gratuit pour le portage vertueux en agriculture. Dans le cadre de la transition écologique, nous débattrons mardi après-midi, nous en avons parlé, de la création d'une servitude légale d'isolation par l'extérieur. Pour favoriser encore davantage la rénovation énergétique, nous mettrons aux voix l'instauration d'un crédit d'impôt conséquent conditionné à une rénovation énergétique globale réalisée dans les 2 ans de l'acquisition d'un logement. Enfin, nous vous proposerons de promouvoir l'obligation réelle environnementale grâce à un régime fiscal de faveur afin d'encourager la protection de la biodiversité. 4 commissions, 20 propositions, un défi. Bâtir ensemble le territoire de demain. Mon cher Emmanuel, ce fut un véritable honneur de travailler durant 2 ans à tes côtés, car à l'image du thème que tu as choisi, tu véhicules des valeurs essentielles. Ce sont les femmes et les hommes tels que toi qui rendent le monde meilleur. Florence, Victoire et Mao, et toi, avez été mes 4 piliers. Hubert, ton charisme, à nul autre pareil, a éclairé nos travaux. Quant à vous, mes chers rapporteurs, vous avez effectué un travail formidable avec l'abnégation et le courage que requiert un congrès. Je suis fier de vous infiniment. Au commencement de l'aventure, l'équipe du 114e Congrès des notaires de France ne savait pas que c'était impossible. Alors elle l'a fait. Merci.